Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette conférence d'aujourd'hui. Moi, je suis Urs Schalteger, ancien membre du comité scientifique. Et, et pardon? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? C'est mieux? Hein? Alors, on a un grand plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui le professeur Andrea Moscariello. Il est professeur ordinaire au département des sciences de la Terre dans la faculté des sciences où il dirige le groupe Géoénergie. Et quelques détails sur sa carrière. Alors, il a étudié à Turin. Après, il est venu à Genève pour une première fois pour faire une thèse doctorat en sciences de la Terre. Et puis, il est parti pour une carrière internationale dans le pétrole. 18 années. De Shell et beaucoup d'autres entreprises, partiellement aussi à Genève, je pense, hein, SGS. Et au cours de ces années, il a occupé un tas de différentes fonctions de débutant, comme géologue de chantier sur des plateformes pétrolières offshore. Et il a fini comme un expert international de réservoirs classiques et de modélisation du sous-sol. Alors en 2011, il est revenu à l'université comme étant nommé professeur ordinaire. Il est devenu responsable du groupe Géoénergie, Géologie des réservoirs et analyse des bassins. Alors, son groupe, il participe à des tas de différents projets nationaux, internationaux, fondamentaux, appliqués. On est en collaboration avec l'industrie, spécialement l'industrie de l'énergie. Et ce n'est pas seulement question de, disons, de sujet de hydrocarbures, c'est aussi la géothermie et le captage et stockage du carbone. Et en plus, il est un expert reconnu, il travaille pour les Nations Unies, Banque mondiale, etc. Et aujourd'hui, vraiment le plaisir qu'il va parler un peu de géologie du canton de Genève. Et pas correct, oui. Alors, pas seulement la géologie comme étant les roches, mais aussi sur un peu l'histoire de l'exploration pétrolière, probablement, et aussi les progrès faits au cours des derniers 15 ans dans la recherche de ressources géothermiques. Alors, je te donne la parole. Merci beaucoup de venir chez nous. Allô, allô. Ouais, c'est bon, ça marche. Très bien. Merci, Urs, pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici et partager avec vous un peu les résultats des recherches qu'on a fait depuis que je suis arrivé en 2011. Je suis italien, donc mon accent ne va pas les cacher. Et pour moi, c'est vraiment une honneur de pouvoir partager aussi les résultats des campagnes récentes que SIG a fait. Probablement, vous avez entendu des résultats des campagnes géologiques d'exploration de la géothermie et aussi ces gros travaux, peut-être vous avez entendu aussi, du FCC, Future Circular Collider, du CERN, hein, qui a obtenu des résultats assez impressionnants jusqu'à ce moment-là. Alors voilà, donc voilà, ça c'est moi, si jamais. Donc je vous laisserai les slides pour votre bénéfice. Donc, euh, alors, une petite introduction. La région genevoise a été euh, fortement d'intérêt pour toute série de raisons. Dans les années 60, dans la fin des années 60, Total, il a exploré la région genevoise, pas en Suisse, mais la France voisine, pour chercher du pétrole. Dans les années 70, 70, 75, les CERN commencent à explorer la région des Marins pour construire l'accélérateur, les tunnels qui aujourd'hui c'est encore en action. Dans les années 90, ouais, ben, il y a une exploration géothermique, la toute première exploration géothermique,
qui a eu des résultats très importants, sauf que voilà, on n'a pas trouvé les ressources qu'on cherchait. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les sous-sols genevois a été toujours un sujet d'attention de l'industrie, mais aussi évidemment de l'académie. J'ai oublié aussi dans les années 80, BP, British Petroleum, une boîte anglaise que vous connaissez certainement, est venue dans les pays d'Égex à creuser 7 puits pétroliers pour chercher justement du pétrole. Voilà, tous ces puits, en fait, ils n'ont pas donné de grands résultats. En fait, tous ces résultats, en fait, et toutes ces richesses en données n'a pas jamais vraiment été exploité du point de vue scientifique. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire ça. Et là, vous voyez toute une série de logos. Ici, ça, c'est des projets européens assez importants qui ont attiré beaucoup de financements de la communauté européenne, de la Confédération suisse, qui nous ont permis d'exploiter ces données et comprendre un peu plus les sous-sols, la nature et l'évolution. Donc, en fait, les contenus de cette présentation, qui durera plus ou moins 45 minutes, j'espère, donc sera pourquoi s'intéresser à la géologie, quels sont qu'est-ce que ça veut dire les temps géologiques, hein, quelle est vraiment la signification de tout ça, et comment, à travers les temps géologiques, les paysages ont changé au fil du temps. Et évidemment, on va parler aussi de quelques surprises du canton de Genève qui peut-être ne sont pas assez connues par le grand public. Et donc voilà, on va faire une petite excursion ensemble hein, sur les derniers 350 millions d'années, de l'époque du Carbonifère jusqu'au Quaternaire, que c'est notre âge. Donc pourquoi la géologie? Pourquoi la géologie? C'est un peu la même question. Pourquoi la physique? Pourquoi la pharmacie? En fait, finalement, on se pose des questions. Les scientifiques, normalement, c'est des gens curieux. On se pose la question, mais pourquoi voilà, cette bouteille est transparente? On essaye de répondre. Hein, et pourquoi la montagne est faite comme ça? Alors, on essaye de répondre. Et mes prédécesseurs, hein, en fait, qui est très honorable, certainement beaucoup plus connu que moi, à partir d'Horace Bénédicte de Saussure, vous le connaissez, hein, c'est le premier monsieur qui a monté les Monts Blancs. Il a fait des énormes, a écrit ces livres, hein, Géologie des Alpes, ou les Alpes, Voyage dans les Alpes plutôt, dans lesquels il décrit des choses qui sont absolument extraordinaires. Louis Agassiz, le premier géologue, qui en fait comprend un peu l'importance des glaciations. Il se pose la grande question, pourquoi la prière du Niton, c'est au milieu du lac? Eh bien, il répond avec la théorie des glaciations. Arnaud Gouillot, qui donne les noms à ces énormes volcans qu'il avait imaginé être au-dessous des fonds océaniques. Ou bien Alphonse Favre, un géologue local qui a contribué énormément à la géologie locale sur le Salève, le Jura, et Karl Vogt. Karl Vogt, qui est en fait un toutologue, comme on dit. Voilà, il faisait tout. Hein. Il était un zoologue, un biologue, un géologue, un astronome. C'était vraiment à l'époque dans laquelle les scientifiques, ils travaillaient énormément, ils voyageaient énormément et essayaient de répondre à toutes les questions naturelles. Donc voilà, une des raisons, c'est les questions, essayer de répondre à des questions fondamentales sur la formation de la Terre, son évolution. Il y a aussi d'autres raisons, parce qu'on veut comprendre les processus naturels, comme les catastrophes naturelles, les inondations, les éboulements, la formation des montagnes, les éruptions volcaniques. Et donc, on essaye de le faire à partir de 4,6 milliards d'années, à travers l'évolution de notre planète, qui a une histoire extrêmement complexe, avec des transformations importantes, pas seulement à niveau géologique, mais aussi à niveau biologique, comme l'apparition de la vie sur Terre, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement fascinant. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, finalement, on étudie aussi la géologie pour des questions pratiques. Alors, ici, vous avez 3 images. Par exemple, les tunnels de base du Saint-Gothard en 2011. Mais comprendre et prédire la géologie qu'on va rencontrer quand on creuse des tunnels de plusieurs kilomètres, c'est hyper important pour une question économique, hein, surtout pour programmer les projets de façon correcte du point de vue de l'ingénierie civile, les types de procédures d'excavation, etc.
Mais aussi, par exemple, les carrières, hein. Ça, c'est la carrière de Clepon, qui c'est une des plus grandes carrières en Suisse, hein, qui fournit de calcaire pour les ciments, et justement les puits de géothermie, hein, qui demandent une connaissance profonde du sous-sol. Et donc, finalement, pour Genève, l'intérêt de comprendre la géologie se manifeste en 2013 au lancement du programme d'exploration géothermique qui essaye de comprendre la possibilité et l'opportunité de trouver de la chaleur qui peut être utilisée sous nos pieds. Une chaleur de différentes températures qui pourrait soit produire de l'électricité, soit être utilisée comme source de chaleur et remplacer, par exemple, les mazout ou les bois ou les gaz. Donc voilà, donc peut-être vous avez vu en 2021 ces gros camions, on en parlera tout à l'heure, qui nous ont aidés à comprendre un peu le sous-sol du canton de Genève. Et, et après, voilà, tout récemment, cet énorme projet pharaonique, pharaonique, voilà, du CERN, qui prévoit des forêts, un tunnel de 150 mètres de profondeur, de 100 km de longueur, qui passe au-dessus du lac, et qui passe derrière les Salèves, passe à travers le Mandala, cette montagne ici, dans cette région, passe tout le long les Ouaches, revient à Mera. Et évidemment, tout ça, ça implique une connaissance importante du sous-sol. Et donc, essayer de comprendre, faire des coupes et essayer de voir un peu quels sont les enjeux, et les risques, mais aussi les opportunités qu'on peut avoir à forer ces types de grandes œuvres d'ingénierie. Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte général. Alors, on va commencer maintenant notre parcours, hein, notre histoire. Là, vous voyez une image du Salève. Salève, c'est la montagne de Genevois. Et là, vous voyez des couches, hein, des strates. Alors, quand, en particulier dans cette présentation, je me pencherai surtout sur les roches sédimentaires, celles qui ont été déposées à travers le temps par la déposition de sédiments de plusieurs types, hein, soit des cailloux, des argiles, de sable, des grès, des conglomérats, mais même des carbonates, hein, donc de la boue carbonatée déposée au fond des océans. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le Salève. Toutes ces couches, en fait, c'est des strates qui se sont déposées autour de 100 millions, il y a 100 millions d'années, dans un océan beaucoup plus chaud que celui-là qu'on a dans la Méditerranée aussi, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on les retrouve soulevés autour de 1000 mètres au-dessus de la mer. À droite, vous voyez un bouquin. Ouais, quelle est la relation entre un bouquin et des strates? Et vous pouvez imaginer que les couches, chaque couche, c'est en fait une page d'un livre. Une page d'un livre qui nous raconte une histoire bien définie. Et finalement, le problème, c'est que ces livres énormes, hein, qui après on verra, c'est presque, il a 4600 pages. Hein. Si on imagine qu'une page, c'est 1 million d'années, d'accord? Donc 4 milliards 600 quelques d'années, eh bien, c'est un bouquin qu'on essaye de comprendre, de lire, mais finalement, il y a beaucoup de pages qui sont déchirées. Et ces pages que déchirées, en fait, ils ne nous permettent pas de comprendre ce qui s'est passé pendant cette période qui ne sont pas représentées par les pages. Alors, finalement, voilà les Alpes, hein, donc cette magnifique complexe orogénique, hein, donc de ces montagnes qui vont depuis la Méditerranée jusqu'à de l'autre côté, hein, vers l'Autriche. Là, vous voyez les lacs Léman, juste de l'autre côté des Alpes, les plateaux suisses qui commencent ici à Genève, qui part jusqu'à Vienne. C'est un immense surface. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va faire un petit zoom, hein, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette région. Alors évidemment, voilà, aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires. C'est Google Earth, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, cette possibilité de imager la surface de notre planète avec ces outils qui sont accessibles à tout le monde, qui, vous pouvez changer la topographie, vous pouvez vraiment voler comme si vous étiez un oiseau, un avion, dans les terrains. Voilà ici les Monts Blancs, à droite en bas, et Genève, au fond, avec les Salèves que vous voyez ici.
cet outil, en fait, c'est encore plus extraordinaire parce que grâce à justement cet outil informatique, ce qu'on peut faire, on peut imaginer de mettre la géologie et donc la nature des roches et l'âge des roches sur cette topographie. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, déjà, on arrive à distinguer quatre importantes régions qu'on appelle les unités préalpines, les massifs subalpins. Et la vallée des Larves, c'est exactement là où il y a la subdivision entre les massifs subalpins, les chaînes subalpines ici, ou bien ici les unités préalpines, les plateaux suisses en jaune, que, comme je disais, il arrive jusqu'à Vienne, et le Jura ici dans cette partie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on peut en fait mettre la géologie au-dessus. Alors, les géologues, ils sont pas, sont quand même un peu intelligents, ils se sont finalement mis d'accord que chaque couleur représente une âge. Et donc, voilà, là, vous verrez qu'effectivement, tous les couleurs vertes, par exemple, dans cette carte, c'est du Crétacé, d'accord? Du Crétacé. Les couleurs bleues, c'est les Jurassiques, par exemple. Les jaunes et les rouges, c'est les Cénozoïques. Et ainsi de suite. Donc, voilà, avec les roches plus anciennes, carbonifères, jusqu'à les roches plus jeunes du Quaternaire. Et là, vous voyez effectivement que les roches les plus anciennes sont vraiment vers les massifs du Mont Blanc et elles deviennent de plus en plus jeunes vers la partie vers les nord, vers Genève. Mais bon, ce n'est pas si simple que ça. En fait, vous voyez que les couleurs sont très, très mélangées. Il y a des couches qui sont très fortement plissées, déformées, superposées un sur l'autre. Et on peut encore s'approcher vers Genève. Voilà le Salève. Hein. La majorité des couleurs, c'est vert, donc c'est du Crétacé. Il y a un peu de jaune et rouge, donc c'est les roches un peu plus jeunes qu'on appelle du Cénozoïque, et les plateaux de Genève, la région genevoise avec les lacs. Alors, voilà notre région. Notre région qui est confinée bien au sud-est par le Salève, la montagne d'Age, le Mandala, le Ouache ici, et les Jura, les Credos par là, et les Rhônes qui, avec un suivi assez tortueux, il arrivait à creuser cette Ouache pour arriver vers Bellegarde et passer vers la Méditerranée. Donc, on essaie de faire une section géologique. Voilà, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds. Et comme je vous disais, c'est grâce à Total que les scientifiques, en fait, ils connaissent un tout petit peu de ce qui se passe au-dessous de nos pieds. Total, en 1965-72, dans cette période, il a en fait foré un puits à humide. Donc, il y avait Oumier 1 qui était pas très, très, très bon, il n'a pas eu de succès. Il s'est arrêté très, très tôt. Ils ont eu des accidents. Et après, quelques mois plus tard, ils ont foré ce puits. Un fait que c'est entre Viry et Valéry. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, juste à côté de Saint-Julien, genevois. Eh bien, ces puits arrivent jusqu'à 3200 mètres, 3 km 200 mètres. Donc, c'est exceptionnel. C'est le point de référence de tous les plateaux suisses occidentaux. Eh bien, donc, voilà les pages de notre livre. D'accord? Les pages de notre livre, que c'est l'histoire de notre planète. 4 milliards et 567 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a les différentes couleurs que je vous disais, hein, les couleurs bleues pour les Jurassiques, les rouges ici pour les Paléozoïques, les jaunes plutôt pour les roches les plus jeunes. Et là, c'est les dates hein, qu'on retienne normalement. C'est 534 millions, c'est l'explosion de la vie sur Terre, c'est à la base du Cambrien. 200 millions, c'est la grande déstabilisation des continents, c'est la formation des continents comme on les connaît aujourd'hui, c'est la formation vraiment de ces continents, les débuts. Et 66, ben, c'est l'extinction des dinosaures, hein, c'est la grande météorite qui arrive. Donc ça, c'est normalement, c'est les dates qu'on retient. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses. Et là, vous voyez tous ces petits chiffres. Ben, chaque couche, chaque page a une histoire, a un événement, a quelque chose qui se passe. Et bien finalement, comme je disais, ben, ça serait super d'avoir tous ces 4567 pages chez nous. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Eh bien, en fait, ben, on a une grande quantité de pages qui manquent. Donc, 4244 pages, toute l'histoire
tous les débuts de l'histoire, ici à Genève, on ne le connaît pas. On n'a pas de roches aujourd'hui qu'on connaît avoir cet âge-là. Après, il y a une autre grande hiatus, hein, donc un manque d'informations de 72 pages, 72 millions d'années, ici, dans cette partie, donc du Crétacé inférieur jusqu'à ce qu'on appelle l'Éocène. Et après, bon, les dernières 14 pages, on ne connaît pas. Heureusement, voilà, plus on va vers nous, hein, ben, plus on connaît, on a plus de compréhension, de résolution dans notre histoire. Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte. Et donc, comment pouvons-nous écrire les pages cachées, hein, de l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a au-dessous de ces profils topographiques qu'on peut évidemment regarder? La Suisse, c'est un des pays les meilleurs qui connaît énormément, très très bien, la France aussi, l'Italie, mais tous ces pays alpins, mais la Suisse en particulier, connaît très très bien ce qui se passe à la surface. La géologie de la surface, avec ces cartes très joliment colorées, bah, elles sont bien connues. Mais qu'est-ce qui se passe en profondeur? Et bien c'est là que, par exemple, ces puits peuvent nous aider, ces puits d'oumi. Mais un puits, je ne sais pas si vous l'avez jamais vu, c'est 7 diamètres-là, d'accord? Donc c'est 12 centimètres. Qu'est-ce qu'ils font 12 centimètres dans les plateaux suisses? Est-ce que c'est représentatif de ce qu'on a dans les plateaux suisses? Bien évidemment, non. Et donc, alors, voilà, il faut... Là, donc, la sismique à réflexion. Ici, vous avez donc vous avez compris? Non, alors je vous répète. Donc, vous avez cette plaque vibrante. Hein, cette plaque vibrante génère des vibrations. Et cette vibration, ces ondes acoustiques, elles vont jusqu'à 4-5 000 mètres. Elles reviennent vers les hauts. Tous les fois, quand je fais comme ça, oups, c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre oreille, il a entendu quelque chose. C'est vrai? Eh bien, pourquoi? Parce que j'ai créé une onde. Hein, j'ai créé une onde acoustique. C'est exactement la même chose que ce camion va faire. Donc, votre oreille, il a perçu cette bruit et il est revenu vers moi. D'accord? Parce que moi, je l'ai entendu aussi. D'accord? Et donc, finalement, tous ces ondes qui reviennent à la surface, ils nous ont permis de comprendre les sous-sols et construire un modèle géologique qui, évidemment, il a plein d'incertitudes, mais il nous a fait comprendre qu'en fait, la géologie du sous-sol est très, très complexe. Alors là, vous voyez les couleurs. On retrouve les couleurs avec les bruns, les roches plus anciennes, et le bleu, les jurassiques, l'époque des dinosaures, les crétacés en vert, et les jaunes, les roches les plus récentes. Et tout ça, en fait, qui est coupé, déformé par ces lignes rouges qu'on appelle des failles. Hein. Donc, c'est des formations qui, en fait, se sont produites pendant la formation des Alpes. Et on en parlera de ça tout à l'heure. Et donc, finalement, sur la base de ça, on peut reconstruire effectivement l'histoire de notre planète. Donc, voilà, je mentionnais la tectonique à plaques, donc je mentionnais les plaques tectoniques. Nous, on est jusque là, d'accord? Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans un endroit dans lequel on est au sud de la plaque européenne. Et vous voyez ces lignes blanches. Ben, ces lignes blanches, en fait, c'est ce qu'on appelle les limites de plaque. La région alpine, il y a autour de 100 millions d'années, elle s'est retrouvée dans une limite entre la plaque africaine et la plaque européenne. Et en fait,
on s'est retrouvé dans une condition similaire dans laquelle la plaque africaine, donc l'Italie, la péninsule italienne, tout le nord d'Afrique, ils sont rentrés dans les continents européens et ils ont créé ces montagnes. D'accord? Donc, je vous en parle maintenant parce qu'on verra comment ça a effectivement a fait causer la perte de beaucoup de pages de notre histoire. Alors, voilà, donc finalement, à travers ces processus qu'on appelle orogénétique, donc oros en grec, ça veut dire montagne, génétique, donc la formation des montagnes, mais on retrouve ce qu'on appelle un bâtiment alpin, une construction alpine très, très complexe. Et nous, en fait, on est juste dehors de ces régions complexes, mais même si on est dehors, on a quand même été affecté du point de vue de l'enregistrement et préservation de nos pages de notre bouquin. Donc voilà la carte géologique d'aujourd'hui, ce qu'on connaît. Toutes ces lignes rouges, en fait, c'est des failles, c'est des ruptures très profondes qui vont jusqu'à 4-5 000 mètres et qui, en fait, ils arrivent à la surface, ne sont pas du tout actives pour l'instant. Hein. On ne pense pas qu'il y a de tremblement de terre, sauf celle qui est ce qu'on appelle la faille du Wash, hein, qu'on verra tout à l'heure. La faille du Wash, que peut-être vous vous souvenez, en 1996, c'était un point important de tremblement de terre dans la région de l'Est. Comment s'appelle ici le Balme de Salangi, voilà, hein, près d'Annecy. Bon, on va commencer notre histoire. Okay? On va rapidement regarder les pages, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas partir du début du bouquin, on doit partir au milieu. C'est un peu frustrant, n'est-ce pas? Imaginez d'avoir un bouquin et vous commencez au milieu et vous perdez toute l'histoire avant. Mais malheureusement, ici, c'est comme ça, à Genève. D'accord? Et c'est pour ça qu'on justifie à nos chefs qu'on doit aller en Australie pour comprendre les autres pays. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Voilà. Alors, il y a 300 millions d'années. 300 millions d'années, la complexité de notre monde est totalement différente. La configuration des plaques est très différente. On ne reconnaît pas l'Afrique, on ne reconnaît pas l'Amérique du Nord, du Sud, etc. Donc il y a une configuration des terres émergées et des océans qui est très différente. Il y a quand même une chaîne de montagnes hein, qui est ici, qui en fait on retrouve aujourd'hui dans les Ardennes, dans les Vosges, dans la forêt noire. Ça, c'est des anciennes montagnes qui se sont formées à cette époque-là, dont les vestiges sont encore présents. Et voilà donc ce qu'on appelle l'orogène varisque. D'accord? Donc là, vous pouvez peut-être reconnaître certains pays. Ça, c'est les régions de l'Angleterre ici, vous voyez. Donc ici, on est la Suisse par là. Hein, donc ça, c'est l'Europe du Nord. Et on était vraiment au milieu de cette chaîne de montagnes qui, à un certain moment, voilà, a subi des déformations, elle a collapsé. L'histoire est un peu complexe. Mais la chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ces roches, ils représentent un climat qui était totalement différent d'aujourd'hui. Un climat chaud, humide, avec le développement des forêts assez importantes, beaucoup de marécages. Et voilà, on l'appelle carbonifère. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de charbon, des marécages, de forêts qui en fait, étaient, une fois que leur cycle vital terminé, les arbres, les troncs tombaient dans ces marécages et ils devenaient de charbon. Et donc, la chose qui est super passionnante de notre métier, c'est qu'en fait, Kentucky, c'est dans l'ouest des États-Unis, le Kentucky, c'était à quelque chose comme 500 km d'aujourd'hui, ici. D'accord? Le Kentucky était collé à où on est là maintenant. D'accord? Et donc, on peut aller au Kentucky, au Pennsylvanie, et on retrouve le même type de roches. Et donc, voilà, vous avez donc ces énormes épaisseurs de charbon qui sont très bien connues hein, pour l'industrie minière, et dans lesquelles voilà, on retrouve de formes végétales et animales qui sont typiques de cette période. Ces roches-là, on les retrouve sur Genève. Mais est-ce qu'on a beaucoup d'informations? Non, on n'en a pas. Donc, il faut, encore une fois, utiliser ces types d'informations, donc ces échographies, dans lesquelles on retrouve tout au fond, dans la partie plus profonde
eh bien, ces types de roches stratifiées qui sont du Carbonifère. Et comment on peut savoir tout ça? Eh bien, encore grâce à Total. Voilà, les pétroliers, ils ont fait du bien pour la science. Et donc, voilà, ces puits-là, eh bien, nous a permis, grâce aux carottes, ah non, c'est pas ça, les carottes, voilà, hein, donc, c'est les carottes, hein, voilà, de retrouver une roche justement du Carbonifère. D'accord? Et donc, on a trouvé effectivement que ces roches datées avec les pollens, avec, avec les contenus végétaux, eh ça nous indique effectivement que c'est une âge de 320 millions d'années. Voilà, ces carottes nous permettent effectivement de comprendre vraiment la nature, hein. Donc voilà, et c'est grâce aussi à ce type d'images 3D, trois-dimensionnelles, qui a été acquise en 2021 par SIG pour la géothermie, qu'on a pu mettre en évidence aussi grâce à ces carottes, en fait, la présence des corps sédimentaires très importantes vers la base. Et vous voyez ici, voilà, c'est bien ça. C'est ça, c'est les paléozoïques, vous les voyez très bien sortir d'ici. Mais on a des vallées incroyables. C'est 2-3 kilomètres d'épaisseur des vallées remplies par des charbons et des grès. D'accord? C'est spectaculaire. Et voilà, une des petites surprises, hein, qu'on a découvert depuis 3-4 ans. Et là, on voit effectivement, là on est, ça c'est les lacs, ici c'est de la région de Satigny, ici c'est Verrier, etc. D'accord? Et voilà donc la carotte, hein, avec les charbons qui a été effectivement retrouvé dans les puits d'Oumi en 1969. Les pollens qui sont contenus dans ces roches, un peu, il nous permet de dire effectivement, oui, c'est du Permien, c'est du Carbonifère, c'est 320 millions d'années, et c'est ce climat, etc., etc. Donc, après, un autre aspect assez intéressant, que peut-être vous connaissez pas, ben, c'est qu'en fait, les carbonifères, il a beaucoup de matière organique. Et les Permiens aussi, beaucoup de matière organique. Et qu'est-ce qui fait la matière organique une fois que vous l'amenez à 3000 km, à 3000 mètres ou à 4000 mètres? Eh bien, évidemment, avec la chaleur de notre planète, une chaleur totalement gratuite, hein, eh bien, il va en fait se transformer en hydrocarbures. Et ces hydrocarbures vont monter à la surface, eh bien, en fait, ils arrivent, par exemple, dans plusieurs endroits dans notre canton. Et ici, c'est la Roulave. C'est une petite rivière tributaire de la London, et dans laquelle je amène tous les années mes étudiants et je fais ces petites shows dans lesquelles je brûle, hein, les hydrocarbures qui naturellement arrivent à la surface. Et d'ailleurs, notre ami Horace Bénédicte de Saussure, en 1798, c'est lui le premier qui a fait se rendre compte de l'importance de ces bitumes, qui d'ailleurs a été utilisé jusqu'à les années 30 pour, par exemple, l'imperméabilisation des toits de la vieille ville, les bateaux du lac, ou peut-être la place du marché à Genève. Donc, même une société anglaise, en 1922, demande un permis d'exploration pour exploiter ce bitume et l'amener en Angleterre. Donc, c'est une réalité économique importante qu'évidemment, après, les quantités de ces bitumes n'étaient pas assez importantes pour pouvoir continuer. Mais voilà, ça, c'est notre histoire. On continue. On a encore quelques pages à faire, hein, mais on a encore 150 pages à faire. Heureusement qu'il y a un peu de pages déchirées, sinon on restera toute la nuit. Alors, vous voyez là, ici, le monde commence à devenir un peu plus similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais regardez, l'Amérique du Sud et l'Afrique, en fait, sont collés encore, hein. L'Asie n'est pas du tout celle qu'on connaît, et l'Antarctique est accolée au Sud-Amérique. Et bien, c'est à ces moments-là qu'il y a une mer relativement calme, très bas, très chaud. Et c'est dans cette condition de mer chaude, dans laquelle il y a beaucoup de récifs, c'est là que dans les jours, voilà, donc un peu cet environnement très agréable, type barrière coralline, les Maldives, mais c'est dans ces contextes qu'on retrouve des coraux
Ça, c'est des coraux qu'on retrouve dans les affleurements. Ça, c'est les Jura, hein. Vous baladez dans les Jura, vous trouvez ça. Et par exemple, vous connaissez les forts d'écluses. Mais les forts d'écluses est en fait construit sur les récifs corallines, hein, du Jurassique. D'accord? Vous faites une petite promenade, vous regardez, et bien vous allez reconnaître ce type de structure. Et à côté de ces barrières corallines, il y avait ce qu'on appelle des zones intertidales, là où il y a les marées qui viennent et vont. Et donc, c'est la région avec beaucoup de boue. Et sur cette région, qu'est-ce qui s'est baladé? Ben, c'est baladé les dinosaures. D'accord? Nos amis, hein, reptiles, grands reptiles, qui, pas loin d'ici, à la plaine, par exemple, ben, ils ont laissé des empreintes assez spectaculaires. Ça, c'est des empreintes des sauropodes, hein, à la Plagne, juste dans l'Aisne, ici, à quelques minutes de voiture d'ici. Ces gros euh, 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 gros bestioles. Et à côté, donc, plutôt les prédateurs, donc les thérapodes, hein, toujours à côté des sauropodes. Donc voilà, c'est les Jurassiques. Les Jurassiques qu'on retrouve dans les puits, on retrouve, hein, aussi sur les salèves, les Jura. Et les Crétacés devient euh, voilà, devient la configuration de notre planète, ça devient plus similaire à celle qu'on connaît. Vous voyez? Donc, l'Afrique et l'Amérique du Sud commencent à se détacher. L'océan Atlantique commence à se former, les deux continents commencent à s'écarter et les continents asiatiques, pardon, il va commencer à être relativement similaire à ce qu'on connaît. Mais voilà, on se focalise encore dans notre région. La situation n'a pas vraiment changé depuis le Jurassique pour notre région. Mais en fait, on retrouve voilà, la Suisse où elle est. Mais la Suisse se retrouve dans des régions beaucoup plus intéressées par les sédiments qui arrivent du continent, qui vient à être émergé. Donc, on retrouve plus ces belles barrières corallines avec l'eau très transparente. On a plutôt un environnement dans lequel on a des chenaux tidaux, voilà, avec beaucoup de sable. On est un peu ici, comme dans les golfs Persiques, entre le rayon de Bahreïn et le rayon d'Arabie Saoudite, avec ces lagons et cette communication avec la mer ouverte. D'accord? Et voilà, le salève, en fait, c'est ça. C'est cet environnement dans lequel on a un peu de carbonate, un peu de sédiments clastiques, et voilà, avec des canaux des marais, hein, qui sont assez importantes. On les reconnaît très, très bien quand on va sur le terrain. Et vous voyez, donc avec la flèche ici, on commence à remonter. Et c'est ce type de canaux des marais qui font, quand vous regardez le Salève, vous voyez des gros bancs de carbonate, mais vous verrez aussi des petits bancs comme celui-là. Eh bien, c'est exactement ça, hein. C'est ce canaux des marais qui, en fait, amenait du sédiment et la mer les remenait vers les continents tout le temps. Voilà, un autre exemple, hein. Donc, et en fait, c'est un peu à la fin de cette période du Crétacé que, en fait, les conditions du Jurassique, avec ces jolies plateformes carbonatées, avec ces mers très, très transparentes, avec beaucoup de coraux, se reprend leur vie. Et pour revenir en arrière, c'est exactement ce qu'on voit tout au sommet du Salève, c'est ça. C'est cette belle barre de carbonate très épaisse que les grimpeurs aiment beaucoup. Voilà, donc voilà, ouais, c'est un peu ça. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est à ce moment qu'il y a un bouleversement incroyable. Donc l'Afrique se déplace, se détache de la, de l'Amérique du Sud. Il commence son chemin vers le nord, vers l'hémisphère nord, et il commence à arriver proche de le continent européen, donc l'Eurasie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, à partir de cette collision, eh bien, en fait, avec comme deux moutons très têtus, eh bien, au lieu de s'enfoncer, eh bien, en fait, ils remontent. Et c'est exactement ce qui se passe dans la région qu'on connaît, notre région, et c'est la formation des Alpes. Donc, il y a plusieurs pages qui ne se déposent pas parce que les sédiments ils se déposent dans la mer, on l'a vu, hein, dans des sédiments, dans des bassins sédimentaires. Mais quand vous soulevez, ben, il n'y a pas de sédiments, vous ne pouvez pas accumuler des sédiments. Mais il n'y a pas que ça.
Dès que vous soulevez, en fait, tous les processus d'érosion dû à la pluie, au vent, au gel, dégel, tout ça, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont en fait effacer les roches qui s'étaient déposées avant. D'accord? Donc, on a justement ces 72 ans de manque des pages. D'accord? Et ça, c'est quand même voilà, un petit problème pour les géologues pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette région. Et voilà donc la complexité des Alpes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais avec ces plis, ces complexités de géométrie, vous comprenez qu'en fait, c'est un processus extraordinaire. Les géologues, ils travaillent depuis des siècles, je pourrais dire, hein, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Nous, on est juste à l'extérieur, hein, vers le nord-ouest de cette construction assez impressionnante. Mais cependant, on a aussi des effets, comme je disais, de l'érosion de beaucoup de sédiments. Donc voilà, hein, donc, la grande poussée du continent africain qui vient depuis le sud-est vers le nord-ouest et les bâtiments alpins qui en fait, elles bougent en fleur vers l'Italie et vers la France, l'Allemagne. Et c'est à ces moments-là qu'il y a des choses très bizarres qui se passent. Donc, les climats, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça a un effet énorme dans notre histoire. Les climats, en ces moments-là, il est sec, il est très aride et il y a beaucoup de sable qui, en fait, se baladent dans la région. On est plus à côté de la mer parce qu'on a soulevé tout notre bâtiment. Et en fait, ce qu'on retrouve, et ça c'est extraordinaire, au sommet du Salève, alors c'est qui connaît les comment ça s'appelle? Les Faverges, les roches de Faverges. C'est qui les connaît? Il y en a quelqu'un? Voilà, voilà. Les roches de Faverges, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça n'a rien à voir avec la géologie de Genève. D'accord? C'est des dunes éoliennes. Si vous regardez, vous avez l'intérêt de prendre une loupe, vous allez à les roches de Faverges, vous regardez, c'est qu'il n'y a que des grains de quartz, hyper propres. Si vous allez au Sahara, vous trouvez la même chose. Donc, il y a 40 millions d'années, la région, le Salève n'existait pas encore, okay? La région a été baladée par des dunes, probablement de cette grandeur. Peut-être il y avait encore un peu d'influence de la mer. On est là, vous voyez, la Suisse, hein, on est là. Donc, au bord, hein, de cet océan qui est en train de se fermer. Et on retrouve pas seulement euh, ces dunes, mais on retrouve, et voilà, ça c'est l'intérêt de ces radiographies, au sommet, entre ces crétacés, ces roches du Crétacé et les restes, les plus jeunes, on retrouve des énormes trous. Et on les retrouve en sismique. Vous voyez, ça, c'est les ondes. Alors, imaginez que chaque couche bleue rouge, c'est une couche de roches. D'accord? Et donc, là, vous voyez qu'il y a plein de couches de roches. Et là, vous voyez que les roches, en fait, ils ne sont pas continues. Là, il y a un trou. Il y a une interruption. Là, il y en a une autre. Ici, regardez là. Il y en a une autre là. Eh bien, c'est BP, hein, donc les Anglais, qui, fort dans les pays des Jacques, et retrouvent exactement à l'intérieur de cette cuvette eh bien, des conglomérats et ce qu'on appelle la terra rossa. La terra rossa, c'est en fait des argiles typiques des grottes karstiques. D'accord? Celles qu'on retrouve dans n'importe quelle grotte aujourd'hui quand vous allez les visiter. Et donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est une période aride. Il y a beaucoup, beaucoup de dissolution de ces roches carbonatées du Crétacé et c'est un paysage incroyable qui se développe. Et c'est encore grâce à la sismique 3D qu'on a pu découvrir un monde qu'on ne s'attendait pas du tout. Et en fait, ça, c'est cette surface que vous voyez a toute une série d'ondulations. Okay, ça, c'est une énorme faille, on en parlera tout à l'heure. Toutes ces ondulations, en fait, c'est cette doline. Ces dolines, hein, voilà, vous les voyez comme elles sont très. Voilà, vous voyez là, sont assez importantes, tout ça. Okay. Et bien finalement, ce qu'on retrouve quand on regarde la sismique, on enlève tout ce qui est plus récent et on retrouve cette surface, donc la surface du Crétacé, donc il y a 40 millions d'années, donc dans l'Éocène, on retrouve des trous incroyables,
des vallées incisées, des canyons, hein, un paysage spectaculaire d'un monde totalement inconnu. Et la chose qui est très intéressante, c'est que les salèves n'existaient pas à l'époque. Et alors, on s'est posé la question, est-ce que la grande gorge et la petite gorge, peut-être, n'étaient pas ces types de dolines qu'on était en fait au fond de la vallée et qu'après, une fois que la salève est formée, eh bien, ils ont été soulevés. Et c'est peut-être ça. Alors, les roches de Faverges sont là, les roches de Faverges, et les grandes gorges et la petite gorge, en fait, ce sont des dolines énormes qui n'existent pas ailleurs. Et ça peut témoigner leur âge très, très, très ancien. Donc là, voilà l'explication. Le modèle qu'on propose, c'est des dolines qui se sont formées il y a 40 millions d'années, mais après ont été ressoulevées. Et aujourd'hui, on peut les voir. Les restes de la doline, vous voyez, ça, c'est moitié de la doline, c'est exactement ça. Les restes de la doline, en fait, est à 1000 mètres au-dessous de nous. Et on arrive à notre, plus ou moins notre période. On arrive à ce qu'on appelle l'Oligocène, donc entre 28 et 12 millions d'années. Vous voyez que la configuration des plaques est très, très similaire à celle qu'on a. Aujourd'hui, il y a encore une énorme flaque d'eau ici, hein, donc la Caspienne, la mer Noire, la mer Caspienne, ça c'est ce qu'on appelle les bassins pannoniens, est encore très importante. Et en fait, tous les rivières, et c'est ça qui est très intéressant, tous les rivières dans notre région, dans le plateau suisse, en fait, ils ne vont pas dans la Méditerranée, mais en fait, ils vont ici. Ils arrivent, ils vont dans ce qu'on appelle l'océan pannonien. Et voilà, vous voyez qu'ici, c'est ça, c'est la mer pannonienne. Et en fait, ici, donc, il y avait une barrière très importante qui ne connectait pas la Suisse à la Méditerranée. Et vous savez qu'est-ce que c'était la barrière? Eh bien, la monte Ouache. Le Ouache, c'était une barrière morphologique importante. C'était vraiment les roches de Graben, hein, il y a 28 ans. D'accord? Voilà. Et en fait, à droite, toutes les rivières, hein, ils partaient vers l'est. Et voilà, donc on est dans les plateaux suisses avec une configuration. Les montagnes sont déjà formées. Les Alpes sont là, mais sont peut-être des petites collines, ne sont pas les montagnes qu'on connaît aujourd'hui, hein, mais des reliefs importants, mais pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc voilà, on a ça c'est ce que les géologues appellent une coupe sédimentaire, donc avec plusieurs couches. Les jaunes, c'est des sables, les conglomérats, c'est en orange. Et vous voyez qu'il y a des changements de différentes natures. Il y a des couches plutôt argileuses, mais finalement, c'est riche, riche en sable. Et bien, c'est tous les sédiments, c'est les rivières qui amènent tous les sédiments qui sont dérivés dans l'érosion des Alpes vers les bassins pannoniens. Mais encore une fois, Horace Bénédicte de Saussure, les premiers géologues qui décrit ces roches. Et après, en fait, il y a eu tous ses successeurs qui ont mieux défini la stratigraphie de la molasse. Mais voilà, on la connaît très bien, cette molasse. C'est une molasse, donc c'est des grès, on les connaît parce que Genève a été fortement construit avec ces pierres. Là, vous voyez des carrières au fond du lac, hein, qui témoignent des niveaux des lacs beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Hein. Mais en fait, c'est des anciens dépôts fluviatiles, hein, des anciennes rivières assez importantes qui, en fait, partaient vers les lacs de Constance et Munich et Vienne. Et donc voilà, là vous voyez ces chéneaux, c'est vraiment gros épaisseur de grès fluvial empilé, intercalé avec des argiles. Et là-dedans, voilà, on retrouve des rhinocérons, des cerfs, donc une faune qu'on retrouve. On ne retrouve pas ici, évidemment. Donc, encore une fois, l'indication d'un climat qui était beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc un peu cette idée, hein. Donc ça, on est à la London, encore quand il y avait un pont. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, vous voyez, il n'y a pas de chevaux gris, et surtout, il y avait beaucoup plus de chevaux. Et, 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 cette rivière avec ces méandres qui se baladaient vers le lac de Constance. Et là, c'est voilà, un petit détail, mais c'est vraiment très intéressant. Vous voyez tous ces petites lignes obliques? Eh bien, ça, c'est les rides des courants. D'accord? Les rides de courant indiquent le sens du courant de la rivière. Et bien là, c'est l'est.
et ça, c'est l'ouest. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est comment les géologues ils vous racontent toutes ces histoires. Hein. Mais parce qu'en fait, les sédiments indiquent que l'eau et les sédiments allaient vers l'est plutôt que l'ouest. Et voilà, on termine avec un rafraîchissement. Hein, l'âge de glace, d'accord. Donc, après les molasses, il y a une période des pages déchirées. Et au-dessus de la molasse, tout de suite, les dépôts glaciaires. Les dépôts glaciaires de de ces énormes glaciers du Rhône qui faisaient partie du complexe des glaciers des Alpes et qui en fait, ils ont laissé dans notre région toute une série de traces très importantes comme les moraines, donc les cordons morainiques de Laconais, de Saint-Julien, tous ces cordons morainiques qu'on retrouve à la côte, par exemple, quand on va à Lausanne en train, on les voit très très bien, cette colline allongée. Eh bien, tout ça, c'est en fait, c'est associé à cette coulée de glace qui remplissait la couvette genevoise jusqu'à 1000 mètres d'épaisseur. Et bien, voilà, donc ces moraines dont je parlais, donc ici on est à Soral, c'est des paysages très, 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 très jolis, et ça c'est pardonné. Là, imaginez les glaciers ici qui s'arrêtaient là, et en fait, ben, il était là, attendait, et après, avant de se retirer et de se en fait, fondre. Et la chose extraordinaire, encore une fois, de cette sismique, et qui nous a permis de comprendre un peu ce qu'a fait les glaciers. Alors, vous connaissez très bien les petits lacs. Les petits lacs, en fait, est très différent du grand lac, mais parce que les petits lacs ont été creusés par les glaciers. Mais c'est pas arrêté là. Hein. En fait, les glaciers arrivaient, il arrivait à la vieille ville, il a formé la colline de la vieille ville, que c'est une moraine frontale, OK? Mais en fait, avant de faire ça, ben, il a creusé jusqu'à Ouache, avec ces vallées assez profondes, jusqu'à 100, 120 mètres, qu'on retrouve ici dans cette carte qu'on a pu extraire de la sismique, des données sismiques, de ces échographies dont je vous ai parlé. Et donc, vous voyez, là, vous avez plusieurs branches hein, de ces glaciers qui a creusé. Ça, c'est les petits lacs. Après, il est remonté, il a creusé de nouveau et il est parti vers Lyon, où il a trouvé son fin de course. Le grand intérêt de ces dépôts glaciaires sont très hétérogènes. Il y a plein de processus différents. Il y a la moraine, donc ce qu'on appelle des diamictones, des roches très, très, très consolidées, difficiles pour tout ce qui est bâtiment, hein, très imperméables. Ou bien il y a des graviers qui sont très utiles pour tout ce qui est justement bâtiment, ciment, etc. Et voilà, des dépôts lacustres qui sont assez importantes pour la préservation de la pollution des aquifères. Voilà, et après, avec tous ces sédiments, on peut reconstruire l'évolution. Donc ici, par exemple, on est dans un paysage pré-glaciaire, arrivent les glaciers, ils commencent à creuser. Vous voyez, donc d'ici à là, ben, il y a un creusement très très important de notre glacier. Une fois que les glaciers partent, ils se font, ils laissent des sédiments dans ces fortes incisions. Alors, dans ces cas-là, il a laissé des argiles et ces argiles, après, ils sont remplacés par des dépôts fluviatiles qui les rivières occupaient après. Après, voilà, des graviers, et bien une deuxième glacier qui arrive. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve aujourd'hui, alors ça, c'est deux profils différents. Ça, c'est dans les lacs, hein, dans la rade de Genève. Ici, c'est vers Aunay. Eh bien, finalement, vous voyez l'hétérogénéité à l'intérieur de dépôts quaternaires qui nous intéresse beaucoup, parce que dans ces dépôts quaternaires, il y a l'eau qu'on boit. Hein. Donc, comprendre ce qui se passe et comment ils sont distribués, ces sédiments, c'est très, très important. Voilà. Alors, je vais terminer cette présentation avec quelques réflexions pour vous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui hein, dans notre bassin. Alors, je vous ai déjà mentionné hein, la géothermie. La géothermie, nous a permis de comprendre énormément ce qui s'est passé. Toutes les images de la sismique trois-dimensionnelle que je vous ai montrées, c'est grâce à SIG, grâce à vous, grâce à moi aussi. Je paye les impôts. Hein. Donc, merci.
Je voulais vous remercier, l'Académie vous remercie énormément pour tout cela. Et ça nous a permis vraiment d'avancer de façon extraordinaire la connaissance. Et je peux vous dire aussi que c'est grâce à ces données-là qu'on attire énormément de financement de l'étranger. La communauté européenne, beaucoup d'académies, des collègues européennes, ils veulent travailler avec nous parce qu'on a une richesse de données extraordinaire. Et voilà, donc c'est ça. Après, évidemment, cette géothermie, comme je disais tout à l'heure, essaye de comprendre s'il y a de l'eau chaude dans le sous-sol. Eh bien, ces eaux chaudes, en fait, elles étaient déjà connues depuis longtemps, depuis les 14e siècle. Et il y a plusieurs, attendez, il y a plusieurs, oups, voilà. Il y a plusieurs sources d'eau chaude dans la région, surtout côté Salève, côté les Us et Bromine. C'est des sources chaudes qui, en fait, étaient connues, par exemple, euh, hein, voilà, par ces messieurs, Jean Tournier, qui en 1447, en fait, obtient les droits d'exploitation de la part du duc Louis de Savoie pour exploiter ces eau chaude à 24-25 degrés avec de composantes chimiques très importantes pour la santé. Et c'est donc, certainement, ces eaux chaudes, elles sont liées à des ruptures hein, de notre croûte terrestre. Et donc, les fameuses failles dont on parle. Ces failles, donc, c'est un peu l'objectif de la campagne géothermique, essayer de comprendre comment elles sont distribuées ces eaux chaudes. Pourquoi les failles sont importantes? Eh bien, parce qu'en fait, il permet de mettre en communication les roches profondes qui sont très chaudes avec la surface. Les eaux très profondes, elles se réchauffent et par densité, elles reviennent vers le haut. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on essaye de construire ces modèles géologiques les plus précisément possible. Donc voilà, il y a des failles ici dans la région du Salève, mais il y a aussi des failles dans la région de Géozéron, par exemple. C'est un des premiers puits qu'SIG a foré en 2018. Et je vais vous montrer un peu les résultats de ces puits. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y a des failles qui ne vont pas très profondément, mais en fait, ils arrivent jusqu'à 2-3 000 mètres en profondeur. Et donc, comme je disais, il y a cette faille du Wash qui est une faille très importante. On essaye de comprendre la présence de cette faille. C'est une faille qui arrive à couper et à délimiter les bassins de Genève, donc du bassin de Remy. Et on essaye de voir si cette faille qui affleure, qui est très bien en fait, exposée, on peut quelque chose de similaire, on peut la retrouver dans les bassins. Et voilà, évidemment, quelque chose qui est très, très important, et c'est là qu'on étudie énormément, on a mis en place des systèmes de monitorage, c'est les tremblements de terre. Hein. Donc, essaye de ne trouver pas des endroits faibles dans lesquels une possible exploitation de géothermie pourrait générer des tremblements de terre. Heureusement, la région genevoise est très, très, très stable. Hein, sauf justement la région du Wash, qui est quand même un record historique très, très, très comment dire, discontinu et très faible. Alors voilà, donc par exemple, ça c'est un plan de faille, et c'est ça qu'on cherche. Hein. Ça c'est très bien, c'est une zone UNESCO, hein, c'est un géosite, comme on dit, c'est une surface extraordinaire. Celle-là, c'était à 4 km de profondeur, et aujourd'hui on la retrouve à la surface. Tous ces stries que vous voyez, ben, c'est en fait c'est les frottements de deux parois des roches qui frottent une sur l'autre. D'accord? Et ça, c'est une faille connectée à celle-là qui a généré le tremblement de terre en 1996. Et donc, un peu, voilà, les géologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de développer des modèles de circulation des fluides. Et ça, c'est une coupe imaginaire qu'on a essayé de proposer en 2015. Donc, ici, les Jura, il pleut, il neige, l'eau fond, et donc l'eau, elle va s'infiltrer en profondeur à travers la géométrie des couches, qui naturellement se plie vers les bassins de Genève. Non, l'eau, elle va avec les karstes, hein, avec les karstismes, donc les grottes, il va arriver en profondeur et c'est là qu'il va se réchauffer. Et c'est l'eau chaude, un peu, elle peut remonter par la différence de densité, comme je vous disais tout à l'heure. Et la chose qui donne beaucoup de satisfaction aux géologues, quand parmi les 350 modèles qu'ils proposent, il y en a un qui marche. Eh bien, ça, c'est le cas.
D'accord? Et ça, en fait, c'est les puits de Géo-01 de Satigny qui a été foré en 2018 à 744 mètres de profondeur, donc ce n'est pas du tout très, très profond. En fait, ce qu'il a trouvé, oups, ah non, c'était pas. euh, il y a un film. Tu peux voir si on peut activer? Non. Ah, ah non. Ah ben ça, c'est dommage. Eh bien, voilà. Je voulais terminer avec une jolie image, mais ça ne marche pas. On va voir si on arrive à les faire marcher autrement. Mais en fait, voilà, ça c'est les puits de Satigny. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh ben, il a trouvé de l'eau chaude artésienne. D'accord? Donc, dans ces films-là, vous voyez le monsieur un jour, c'est un monsieur, un collègue de SIG, qui ouvre une vanne. Et bien, il y a 55 mètres d'eau chaude qui sort en l'air. Et donc, finalement, on a un modèle géologique des percolations d'eau dans les Jura, du réchauffement des eaux et l'eau qui sort. Et donc, finalement, la géothermie peut marcher. Ça, c'est une nouvelle très importante qui donne beaucoup des signaux positifs, pas seulement à SIG, mais aussi à la communauté, surtout des Satigny et bien évidemment aussi aux décideurs. Voilà, je termine avec quelques remarques finales. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de monde, surtout ma grand-mère, quand je commençais à étudier géologie, elle me disait, mais pourquoi tu étudies des trucs vieux? Ben, eh bien, oui, justement, ça c'est une question. Eh bien, finalement, j'espère d'avoir démontré que finalement, être vieux n'exclut pas la possibilité d'être charmant. OK? Et vous le démontrez. Hein? Voilà, d'accord? Donc, il y a des trucs vieux, hein, de 4 milliards d'années qui sont hyper charmantes. Et ça fait, c'est la passion qu'on a, nous, les géologues. Mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est l'histoire géologique est très complexe et le travail du géologue s'apparente un peu à celui d'un détective. D'accord? Il faut en fait chercher les petits indices pour essayer de reconstruire les faits du passé et voilà, chercher les coupables, hein, reconstruire une histoire. Donc finalement, voilà, on est un peu de détective hein, de l'histoire géologique. Bien qu'étudié depuis plus d'un siècle, ben, ces bassins génois offrent encore de nombreuses surprises. Et surtout, voilà, notre bassin splendide ben, sera encore plus connu grâce à ces explorations en cours par les CIG et les CERN. Et ben, on se verra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans hein, pour vous expliquer, raconter les nouvelles histoires. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette histoire de voyage dans le temps. Et j'ouvre les questions. Je suis sûr qu'il y a des questions. Une question. C'est une question sur la fin. Cette eau qui jaillit de 60 mètres, combien vous avez dit de profondeur? 744 mètres. Voilà, 744 mètres de profondeur. Elle se renouvelle? Qu'est-ce qu'on fait? On la prend et puis elle se renouvelle? Alors, pour l'instant, on ne la prend pas. Parce que, voilà, Bon. c'est un peu... Oui, non, alors, pétrole, c'est une ressource très importante. Pour l'instant, on ne la prend pas parce que ce qui se passe, c'est que tous les réseaux de chauffage qui existent sont à basse pression. Et celle-là, elle est à haute pression. Donc, il faut trouver une façon de l'exploiter de façon qui soit gérable. Ouais. Mais les prochains puits de SIG seront faits dans la région et grâce aussi à ces résultats, donc dans la région des Satigny. Voilà. Et cette eau, en fait, l'idée de cette eau, c'est qu'on arrive à utiliser cette eau, on va la distribuer avec un réseau de chaleur et on va la distribuer soit à l'industrie, soit à l'agriculture, à les serres, et soit à les zones résidentielles. Et ça va baisser énormément l'utilisation de mazout, de ressources fossiles comme on utilise. Donc ça, c'est dans la vision de changement de notre utilisation de CO2, hein, de production de CO2. Alors, justement, cette eau, c'est ça qui est très intéressant. C'est une eau qui est très ancienne. Ça, bon, j'ai pas dû, pour ne pas aller dans les détails. On peut dater l'eau, vous savez. On date, comme on date les fossiles ou les coquilles ou les eaux avec les C14, peut-être vous avez entendu, on peut dater l'eau. Parce que l'eau contient du carbone 14. Et donc, on peut dater l'eau. Et cette
eau qui sort à cette île à 5000 ans. D'accord? Mais la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a fait des tests. On a regardé la pression de cette eau pendant 6 mois. Et après, on l'a répété pour encore 6 mois. Et en fait, on a pu observer qu'il y avait une relation entre la fonte de neige et l'augmentation de la pression. Donc, même si cette eau, elle a 5000 ans, elle est très vieille, elle est connectée à la surface. Donc, vraiment, il y a tout un système de tuyauterie dans les sous-sols qu'on ne connaît pas très bien. Et donc, il y a une alimentation continue de cette eau. Donc, c'est une source qui n'est pas vraiment épuisable parce qu'elle va continuer. Et attention, la géothermie, il y a un autre aspect qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on utilise cette eau dans les réseaux des tuyaux, on ne va pas la jeter, on va la réinjecter dans les sous-sols. Donc voilà, c'est un système qui va être soutenu. Merci pour votre exposé. Mais est-ce que, de votre point de vue de géologue, il y a aussi un problème de limite des ressources? Par exemple, pour fabriquer nos maisons, on a besoin de béton et on dit qu'actuellement, il y a un problème justement pour qu'il y ait assez de béton et qu'il y ait des ressources suffisantes pour fabriquer ce béton. Vous parlez du béton, hein, Oui. c'est ça? Oui, ben, c'est un gros souci. Il y a beaucoup de gravières, hein, évidemment, mais voilà, c'est toujours très délicat l'exploitation des gravières par rapport à les besoins voilà, de tout ce qui est les constructions d'habitations, de bureaux, etc. Donc, il y a des équilibres très importants. Les GESDEC, c'est le département de géologie et des déchets de Genève, est très, très, très sensible à ces sujets. Vous savez qu'ici, il y a des grands, surtout dans la région de Bernay, il y a des projets d'exploitation des gravières parce qu'il y a une forte demande des gravières sur Genève. Et bien, voilà, il faut certainement être très, très prudent et surexploiter ce type de ressources parce qu'un jour ou l'autre, elles vont bien évidemment terminer. Donc, on parle beaucoup de recyclage, on parle beaucoup de matériaux alternatifs à utiliser, comme les bois, par exemple. Ça posera autre problème, hein, mais voilà, c'est toujours les questions d'équilibre entre les besoins de l'homme et la nature, c'est sûr. Je voulais vous poser la question. Il y a quelques années, à Bâle, ils avaient fait un forage et ça avait Oui. provoqué un tremblement de terre, Tout à induit fait. un tremblement de terre. Est-ce que ce risque existe sur Genève ou... Oui, très très bonne question. Je l'attendais. Ah, non, c'est un sujet qu'on discute tout le temps. Et alors, ce qui s'est passé à Bâle. À Bâle, le but de Bâle, c'était de produire de l'eau à très, très haute température, au-dessus de 140, 150 degrés. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, si vous avez cette eau-là, vous pouvez la passer à travers des turbines et générer de l'électricité. Donc, ça, c'était le but. Pour faire ça, ils ont pensé d'aller très profond, 4000 mètres, à travers des roches très dures, de granit, faire du fracking, ça veut dire générer de la porosité à travers des fortes pressions et faire circuler de l'eau. Finalement, ce que vous allez prendre de l'eau, vous l'injectez, cette eau se réchauffe et elle va revenir sous forme de vapeur. C'était ça l'idée. Voilà. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette procédure de fracturation très profonde, ben, il y a une réactivation une faille très importante à Bâle. Et cette faille, ben, elle a généré ces tremblements de terre de 4,5 magnitude de Richter, avec des dommages aux habitations, etc. C'est clair que ça a été le désastre pour la géothermie, l'exploration géothermique sur Suisse. La chose qui est très intéressante, ça c'est de 2009. En 2012, à Saint-Gall, ça a été exactement la même chose, mais pire. Parce qu'ils ont fait un 4000 mètres, un puits à 4000 mètres, et au lieu de trouver ces roches, ben, en fait, ils ont trouvé une poche de gaz. Et donc, il y a eu du gaz qui est sorti, et pour ce qu'on appelle kill the well, hein, donc on essaye de tuer les puits par injectant de la boue à très forte densité. Et avec cette injection, eh bien, il a créé une pression hydrostatique, il a généré une autre tremblement de terre. Donc, pour la géothermie, c'était vraiment, vraiment terrible. Et la population, la politique, ils se demandaient, mais
qu'est-ce qu'on va aller faire? On va continuer comme ça. Et donc, ça a pris énormément de temps, jusqu'à 2014, 2018 en fait. Finalement, et SIG, là, il faut dire que vraiment, à niveau suisse, ils ont eu vraiment une vision, je dirais, assez virtueuse, dans le sens qu'ils disent, mais non, on ne va pas faire ces puits profondes. On va apprendre à faire des puits profondes. Et donc, ils ont commencé avec 770 mètres, l'autre, c'était à 1200 mètres, les prochains seront à 1800 mètres, etc., pour essayer de comprendre comment la géologie fonctionne. L'autre chose importante, c'est la différence entre ce qu'on fait ici à Genève et ces gros puits, gros projets de puits profondes, c'est qu'en fait, on ne cherche pas l'eau chaude à cette température. On cherche l'eau à 60 degrés, 50 degrés pour le chauffage à distance. Hein, donc, on ne fait pas de l'électricité pour le moment. Donc, et on ne vise pas vraiment des failles actives comme ils ont fait à Bad. Voilà. Il y en a. Ah oui, oui, oui. Juste une petite question statistique. Quelle est l'épaisseur de la couche terrestre à ce niveau-là? L'épaisseur de la De la croûte, pardon, de la croûte. de la croûte terrestre. Ah ben écoutez, ça varie parce que ça dépend si vous êtes dans la croûte océanique ou les croûtes ici. Alors, vous savez, je ne sais pas, mais pas précisément. Hein. Alors, au-dessous des chaînes de montagne, ça peut arriver à 70 km. Okay, ça peut arriver à 60, 70 km. Tandis que dans les croûtes océaniques, beaucoup moins épaisses, 2, 3, 5 km, pour arriver à zéro. Dans les rides médio-océaniques, ces lignes blanches que je vous ai montrées qui séparent les plaques, là, c'est zéro. Parce qu'en fait, c'est les manteaux qui sortent et génèrent ces ressorties de lava qui vont écarter les continents. Oui. Ma question se rapporte au CERN. Oui. Par rapport au nouvel anneau que le CERN veut creuser, passe des kilomètres en dessous des Alpes, pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas de secousse sismique ou de danger de ce genre? Tout à fait, très très bonne question. Alors, les tremblements de terre provoqués, induits par l'homme, très souvent sont dus à une génération d'instabilité où les contraintes géologiques et donc les poussées entre deux morceaux de croûte, elles sont très très élevées. D'accord? Et comment on peut retrouver ces contraintes très élevées? Eh bien, on doit aller en profondeur parce qu'il y a tous les poids des roches, hein, au-dessus qui génèrent beaucoup de pression. Et donc, ces contraintes elles sont très importantes, très fortes. Si vous allez disturber tout ça, hein, déranger cet équilibre, c'est clair que ces contraintes peuvent effectivement générer un tremblement de terre. Maintenant, les tunnels du CERN, il va se faire à 230 mètres de profondeur. Et donc, les contraintes tectoniques, là, elles sont très faibles, presque inexistantes. Ce qui peut se passer, c'est effectivement des effondrements. Hein? Donc, des roches qui ne sont pas très consolidées, qui en creusant, hein, on peut effectivement voilà, descendre, et déstabiliser, etc. Ça, c'est clairement un problème, pas seulement pour les gens qui travaillent, qui vivent à la surface, mais aussi pour le CERN lui-même. Il y a des machines qui coûtent des milliards de dollars. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Toutes ces campagnes d'investigation, eh bien, ils essayent de comprendre effectivement s'il y a ces soucis. Évidemment, s'il y a des soucis énormes, alors aujourd'hui, il faut dire que c'est presque impossible de ne pas pouvoir faire des choses. C'est juste une question de sous. Hein. On pourrait faire des... Voilà, mais c'est clair. Hein. Non, mais évidemment, après, il y a des choix politiques. Hein. Mais à un niveau technologique, on peut faire les ponts à San Francisco, c'est sur une des failles les plus actives du monde. Et bien, il est là depuis des siècles. D'accord? Bon, pas des siècles, mais plusieurs dizaines d'années. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'ingénierie civile aujourd'hui, il est arrivé à des niveaux de capacité de construction assez
incroyable. Après, évidemment, il faut réduire les coûts, il faut réduire les risques, et après, c'est une question politique, économique et sociale. Mais du point de vue géologique, pour revenir à la question vraiment technique, à 250 mètres, il n'y a pas de contraintes importantes pour générer des tremblements de terre. Ici, si vous allez en Iran, ça c'est autre chose, mais pas ici. Voilà. Oui, merci pour votre présentation très intéressante. Est-ce que vous travaillez avec les Français puisque vous avez un territoire commun en quelque Absolument. sorte? Ah Et oui. du coup, avec qui travaillez-vous côté français? Quel Ah. organisme? Alors, moi, je travaille beaucoup avec le BRGM, que c'est les services géologiques français, et je travaille beaucoup avec l'Université de Paris-La Sorbonne, Nantes, l'École supérieure de Nancy. Voilà. Après, j'ai des relations avec Lyon et de Grenoble, mais je dirais que la partie qui est très impliquée, par exemple, dans ces projets du CERN, c'est le BRGM. Et d'ailleurs, on a beaucoup de collègues, des étudiants français qui viennent à Genève, c'est sûr. En Islande, avec ses geysers, ses sources d'eau chaude, etc., est-ce que ça veut dire que la croûte céleste est très mince pour que l'eau jaillisse comme ça et puis les volcans qui viennent facilement aussi enfin... Non, donc la croûte terrestre est très épaisse, mais il est justement de ces niveaux-là, 60, 70 km d'épaisseur. Mais ce qui caractérise cet aspect particulier du puits de Satigny, c'est que dans les parties superficielles, donc les premiers 700, 800 mètres, la roche est très fracturée et très cassée. Et il y a aussi ces grottes, ces karstes, ces cavités dues à la dissolution de ces roches. Et donc l'eau, depuis la crête du Jura, il s'infiltre en profondeur, il fait un parcours très tortueux, on ne connaît pas vraiment, et il arrive au puits. Ah, pardon, j'avais compris. Ah, j'ai rien compris alors. Oui, oui, alors, pardon. Non, vraiment, j'ai rien compris. Alors, franchement. Bon, l'Islande. Oui, l'Islande se retrouve juste sur la limite des plaques entre la plaque européenne et la plaque nord-américaine. Donc, en fait, c'est exactement là où il y a des ressorties de magma à tous les temps. Et c'est sur cette région que la croûte est un peu plus épaisse, mais elle n'est pas très épaisse. Ce n'est pas les 70 km qu'on a ici. Donc, c'est 5 km plus ou moins. Et c'est là que c'est en plus un peu plus épaisse qu'ailleurs parce qu'il y a des volcans qui sont construits un sur l'autre. Voilà. Mais c'est clair que là, bon, vous l'avez vu dans les news, il y a beaucoup de magma qui sort. Et la géothermie, là, alors l'Islande, c'est le pays que 100% de l'énergie est géothermique. Voilà. On n'a pas de volcans ici. Donc. Juste une question. Donc, il y a deux grosses failles. Il y a celle de la Roche et puis un autre qui est parallèle au Salève, n'est-ce pas? Oui, c'est la faille de chevauchement dans laquelle tout le long, on a effectivement des manifestations d'eau chaude. Mais donc, cette faille n'est pas active. C'est la Roche non, qui elle est n'est pas plus active. Non. Alors, non. Toutes les données sismiques d'aujourd'hui et historiques n'ont jamais reporté de sismes associés à cette faille. Il n'y a pas d'autres questions. On arrive un peu à notre limite de temps pour la salle. Donc, je remercie beaucoup, Andrea. Tu nous as montré ceux qui disent que rien ne se passe à Genève, que c'est loin d'être la Non, vérité. c'est loin d'être. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous. Merci. Merci.